prendre racine quelque part, dans un bon terrain bien exposé. Justement, le bon terrain. Me voilà. Bien exposé. Oh, trop exposé, Margaret. Je suis plus du bois, j'allais dire du fer dont on fait les maris. Je vais d'ailleurs quitter ce club. Quitter le club? Oui. Répondre ici à tous les coups de sonnette, c'est au-dessus de mes forces. Il y a trop d'ouvrages, il me faut une place exceptionnelle. Et vous l'avez trouvé? Je l'ai trouvé. Vraiment? Chez qui? Chez Monsieur Phileas Fogg. Ah, ce gentleman qui vient tous les jours ici, régulièrement, à la même heure, à la même minute, qui entre par cette porte, qui fait 3 pas en avant, donne son chapeau à droite, sa canne à gauche et son par-dessus ensuite, qui s'assoit là, qui met ses 2 mains comme ceci et ses pieds comme cela, et reste immobile jusqu'à ce qu'on lui apporte le journal. Une vraie mécanique. Eh ben, je suis pas fâché de servir une mécanique. C'est un monsieur Arsor qu'il faut remonter tous les matins. Je me suis chargé du remontage. Je croyais qu'il avait un domestique du nom de John Forster. C'est-à-dire que c'est John Forster qui avait ce maître. Mais moi, je lui ai acheté. Acheté? Bah oui. Je suis allé trouver John Forster et je lui ai dit: combien ton maître? 1000 francs, qu'il m'a dit. Ça va-t-il pour 500? Non, répond John. Ça vaut mieux que ça. 800 à cause de toi, Passepartout. Grand merci, John. Et je lui ai remis les 800 francs. Toutes mes économies y sont passées, mais j'ai le gentleman qu'il me fallait. Et John Forster? Eh ben, John Forster n'a plus qu'à se faire mettre à la porte. Ah, ça n'a pas été commode avec Monsieur Fogg qui s'émeut pas facilement. Forster a négligé d'abord de brosser les habits. Monsieur Fogg a rien dit. Forster a brisé 2 glaces. La première volontairement et la seconde en le faisant exprès. Monsieur Fogg a rien dit. Ça devenait désespérant. Heureusement, ce matin même, Forster a apporté à Monsieur Fogg l'eau pour sa barbe. Monsieur Fogg a sonné Forster. John qui a dit de sa voix la plus calme. John, il était stipulé entre nous que l'eau pour ma barbe aurait toujours 35 degrés l'hiver. Celle-ci n'en a que 34. À partir de ce moment, 11h17, vous êtes plus à mon service. Et voilà comment le flegmatique gentleman va entrer au mien. Et si vous ne lui convenez pas, Passepartout? Il me convient, ça suffit, Margaret. Ah si, c'est bien décidé. Quoi? Vous ne voulez pas de moi pour femme, mon petit Passepartout? Eh non, Margaret. Le petit Passepartout ne passera pas sous vos fourches caudines. Passepartout, je ferai un coup de tête. Faites. On m'offre une place en Amérique. J'irai en Amérique. Bon voyage. Quelqu'un? Mon maître. Votre futur maître. Ben non, je l'ai payé, il est à moi. Fogg entre, marche d'un pas automatique, va s'asseoir près de la table aux journaux, le corps droit, la tête haute, les 2 pieds rapprochés comme ceux d'un soldat qui présente les armes. Il prend un vaste journal dont il commence la lecture. Oh, quel chef-d'œuvre de précision. Comme c'est huilé, comme ça marche. C'est admirable. Admirable. Maintenant, traitons. Monsieur, je suis le valet de chambre de monsieur dont on a parlé à monsieur. Fogg abaisse son journal et regarde Passepartout sans faire un geste. Vous êtes français et vous vous nommez John? Jean, n'en déplaise à monsieur. Jean Passepartout. Un surnom qui m'est resté et que justifiait mon aptitude naturelle à me tirer d'affaire. Passepartout me convient. Voilà plusieurs années d'ailleurs que vous êtes au club et on a toujours été satisfait de vos services. J'ajouterai que je suis au courant des habitudes de monsieur. Le lever à 8h, le thé et les rôtis à 8h23, le courrier à 9h35, la coiffure à 10h-7, l'armoire B série H pour les pantalons, l'armoire S série K pour les gilets, l'eau pour la barbe à la température de 35 degrés l'hiver et 17 degrés l'été, enfin tous les aménagements de la maison, éclairés et chauffés au gaz, composés de 5 chambres et 3 cabinets que monsieur occupe dans sa ville street, me sont déjà familiers. Et monsieur n'aura pas même à me mettre au courant. Vous connaissez mes conditions? Je les connais. Bien. Quelle heure avez-vous? 6h47. Vous retardez. Que monsieur me pardonne, c'est un oignon à échappement. Vous retardez de 4 minutes. N'importe, il suffit de constater l'écart. Donc, à partir de ce moment, 6h51 du soir, ce jeudi 3 octobre 1872, vous êtes à mon service. Allez. À ce moment, Fogg déplie son journal qui, suivant la coutume anglaise, n'est jamais coupé, et bientôt il a disparu derrière l'immense feuille qui mesure plusieurs mètres carrés. Je me tiens aux ordres de monsieur. Enfin, me voilà tranquille et sûr de me reposer indéfiniment. Ah ça, mon cher Sullivan, où en est cette affaire du vol des 2 millions qui a été commis il y a 15 jours à la Banque d'Angleterre? Vous en êtes le gouverneur et vous devez pouvoir nous renseigner à cet égard. Ah, je crains bien que la banque en soit pour son argent. J'espère au contraire que nous mettrons tôt ou tard la main sur l'auteur du vol. Des inspecteurs de police, gens fort habiles, ont été envoyés à Liverpool, à Glasgow, au Havre, à Suez, à Brindisi, à New York. Et il y a 8 jours, la police métropolitaine leur a adressé le signalement de 2 individus bien mis, de bonne manière, qu'on avait remarqué allant et venant dans la salle des paiements le jour même où le vol a été commis. Ouh,
numéro du signalement et tous les signalements se ressemblent. En tout cas, le zèle des... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.